On est parti dans le service de presse. En 3 ans, ça va être le 75e. Je continue, pourquoi? Je continue parce qu'il y a toujours des trucs qui arrivent. Alors si je les ouvre pas, ça m'encombre. Puis maintenant qu'il y a ça qui est institué, ça arrive dans la boîte aux lettres, tu vas pas te déranger pour un truc. Tu le gardes un petit moment. Et puis aussi, il y a... Toi, tu peux te mettre un peu plus droit. Et puis aussi, ces jours-ci, j'ai refait mes stocks. Parce que ça baisse, ça monte. Là, j'ai recommandé des Keith Richards. Depuis que je me suis mis à les lire à haute voix, ça part. C'est une drôle d'interrogation, c'est le livre elle-même, que je le lise ou pas. Si je le lis, il part. Mais par contre, j'ai lu des histoires d'Ambrose Bierce, des histoires de fantômes, je trouve tellement génial. Alors là, j'en ai commandé là aussi une vingtaine, mais ça part pas pour autant parce que je les lis. Allez comprendre. Ça, pavé, formidable, un atelier avec Vincent Tholomé. On a fait ça à une trentaine sur Framapad en temps réel. Et tellement ébloui, je me dis, allez, ça, il faut en faire un livre. Alors, premier coup, j'en commande un paquet de 40. Et plein de commandes, évidemment, on était déjà 30 à participer. J'en recommande 15 de plus. Finalement, 3, 6, 9, mais j'en ai 2 qui partent demain. Il va m'en rester 7. Mais enfin bon, si vous voulez encore le pavé, m'en reste 7. Ah, et puis celui-là. Et ça, c'est... Je sais pas trop où je m'embarque. On va rester juste dans le prologue, mais en ce moment, il y a tout qui se rejoint, qui s'entremêle. Alors, ce qui s'entremêle, par exemple, j'en ai parlé plusieurs fois depuis fin décembre, je suis parti dans un livre qui est... ça continue, hein, bistrot, resto, tout ça, fermé. Donc notre rapport à la ville, totalement modifié. Hier, j'ai fait un aller-retour à Paris-Montparnasse. T'arrives, tu fais ce que t'as à faire. Qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Tu reviens, quoi. Alors le fait d'être reparti comme ça, dans cette espèce d'autobiographie uniquement par description de lieux, ces lieux où tu as écrit, ça me fait retravailler des périodes de ma vie. Dans ces périodes de ma vie, par exemple, mon premier livre, sorti d'usine, 82. Ensuite, pendant un peu plus d'1 an, j'écris ce gros machin, enfin gros, parce que je l'ai toujours comme ça, j'ai jamais eu envie même de le scanner, puis il y a des trucs rajoutés à la main, il y a des pages avec du Tipex, tout ça. Et même, je pense que je le relis pas, mais précisément, vous voyez, c'est parce que il y a ces descriptions de bistrot que tu finis par te remettre dans la traversée de cette année-là. Et puis, c'était juin 84, je l'envoie à Jérôme Lindon, et puis là, non, je le publierai pas. Bon. Et c'est là où il y a eu le départ à la Villa Médicis. La Villa Médicis, j'arrive en septembre. Les 3-4 premiers mois, je crois que j'ai rien écrit. De toute façon, il y avait aussi à faire, il fallait s'initier à l'art. Bon. Et puis, c'est venu assez brutalement au printemps. Là encore, pourquoi? Parce que en travaillant ce truc des bistrots, tu te souviens, ces 2 jours où tu étais allé à Assise dans l'hiver, et puis ainsi de suite, et puis commande à la Villa Médicis, c'était trop beau, ça paralyse, donc j'allais où? Dans Rome, la magnifique, non, dans une espèce de sous-sol, sous la gare Roma Termini, et là j'étais bien pour avancer mes petits cahiers. Ça s'explique pas, ça se justifie pas, c'est comme ça. Et au bout du compte, j'arrive là encore au mois de mai, aux éditions de Minuit, avec un manuscrit qui est beaucoup plus mince que celui-là. Et ça s'appelait Terrain glissant. Terrain glissant. Alors c'est quoi ça? J'entre dans le bureau de Jérôme Lindon. Il était au téléphone. Il me fait signe de m'asseoir. Il continue de parler avec sa correspondante. Il raccroche. Il me dit « Marguerite Duras me dit que c'est un très mauvais titre. » Ah! Alors le manuscrit, on l'a publié quand même, et ça s'est appelé
limite, je suis fier, ça fait partie de moi, mais donc ça aussi, c'est des choses. C'est le deuxième livre. Qu'est-ce que c'est important? Alors, c'était pas l'époque des ordinateurs. Et il y a déjà 4-5 ans, je l'ai retapé à la main sur l'ordi. Ça, je mettais en ligne sur le site, ça y est toujours. Et puis à mesure que je retapais à la main, je rajoutais ce qui me revenait de l'écriture, ce qui me revenait des sources, et pourquoi j'avais pris ça. Puis aussi la forme, c'est-à-dire que au départ, moi j'avais des monologues, et ces monologues étaient repérés par la fonction sociale du type. Un guitariste, un footballeur, un chômeur, la journée linéaire d'un chômeur, un type, un bureau d'études. Et ça, c'était mon lien. C'est la période où je travaillais par intérim dans un bureau d'études, dans une usine Thomson. Donc, ça n'a pas d'importance en soi, mais non, on va mettre les prénoms. Eh ben, ça, je l'avais republié dans Tiers-Livre, et j'avais appelé ça « Le deuxième livre est le plus difficile à écrire ». Puis je me suis rendu compte ces jours-ci que, d'accord, il y avait limite, il y avait cette première version, le deuxième livre, et puis, bon, il y avait des coquilles, je me dis, il faut que je reprends, puis tout d'un coup, tu te dis, mais pourquoi je garde toujours c'est tout case, Marguerite Duras qui dit à Lindon, soi-disant, parce que c'est pas moi qui l'écoutais, c'est lui qui me disait ce qu'elle lui disait. Alors, imagine que Marguerite Duras, si je vous dis terrain glissant, c'est un mauvais titre, vous en serez d'accord. C'est peut-être comme ça que ça s'est passé. Donc je me suis dit, non, ça va te faire du bien. Tu vas renlever tes fringues, tu vas retrouver ça. Et je me suis dit, je le refais en neuf. Non seulement je reprends, je corrige, je refais une petite mise en page, tout ça, mais par exemple, les fonctions dans les monologues, dessinateur, j'ai même mis entre parenthèses FB, c'est-à-dire que je deviens acteur en tant que personnage, alors que je suis aussi narrateur des interstices qui disent à la fois les sources, d'où ça me vient, pourquoi j'ai écrit ça, et puis quand et comment je l'ai écrit. Alors ça, je viens juste de le recevoir. Alors c'est bizarre, c'est qu'il n'est même pas encore en vente sur mon site, et ça me travaille ça aussi. Oui, forcément, parce qu'en plus là j'en ai 15, donc je vais le mettre là. Mais pour l'instant, on peut juste le trouver sur Amazon. Donc quelque part se dire aussi, tu fais des choses que tu pourrais garder comme des livres secrets. Et ça me fait beaucoup plus travailler. Alors pourquoi je raconte tout ça? Parce que justement de cette mise à travailler bistrot, vous voyez l'enchaînement. Je me mets à faire un journal de l'écriture de ce livre que je fais en ce moment. Je le mets dans l'espace des vidéos réservées, Patreon, parce que c'est bon, ça permet une implication, un dialogue, une confiance, etc. De là, ça nous amène à élargir la discussion, pareil, à dire, mais cette question du comment écrire, c'est vraiment un espace qu'on partage. Et puis l'espace de le manuscrit qu'on te refuse, celui qu'on te prend, et puis on dit oui, mais on va changer le titre, et puis on va quand même simplifier la question des monologues en remettant des prénoms. On a ouvert un dictionnaire du comment écrire. Et c'est pour ça que ça reste, parce que à un moment donné, donc je commence à faire cette liste, vous ouvrez Tiers-Livre, là, vous suivez dictionnaire. Donc moi j'ai commencé la liste, elle s'est complétée déjà avec d'autres qui rajoutent. On commence à écrire des articles. Tous les matins, j'écris un article de ce dictionnaire. Hier, j'ai fait beau. Ce matin, photographie. Mais je n'étais pas le premier. J'ai rajouté après quelqu'un qui avait déjà écrit une entrée. Photographie. Tout ça, ça me trouble énormément. Et j'ai rajouté le mot tiroir. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as dans ton tiroir? Et je ne vais pas scanner ce truc, mais je veux parler de qu'est-ce que c'est, depuis des années que je suis dans cette piole, de l'avoir là, dans le tiroir en dessous de ma table, comme s'il était une sorte de fantôme sur tout ce que je travaillais depuis. Bon voilà, tout ça c'était pour vous tenir au courant, et puis que probablement le temps que cette vidéo arrive, si vous voulez me commander terrain glissant, mais ça aussi, cette idée qu'on finit par se faire son travail pour soi-même. Version originale, limite. Il faudrait que je regarde, puis
qu'il en reste pas trop sur l'occasion. C'est maintenant, j'aspire tout ce que je trouve en occasion. Dans la boîte aux lettres, dans la boîte aux lettres, dans la boîte aux lettres. Ça le problème. Il faut que j'élimine à mesure. Ciseaux. Organisé, non? Celui-là, je l'attendais. Ça vient d'où? Hippocampus Press, Madison Avenue, New York, USA. Vous connaissez Hippocampus Press? Vous me le lien. J'en ai déjà 1,20 m de linéaire, là. La correspondance de H.P. Lovecraft. C'est-à-dire ce défi un petit peu fou où ils sont de publier les lettres de Lovecraft en les rassemblant par interlocuteur. Et puis c'est infini, parce que ce type, il y a peut-être 35 000 lettres déjà répercutées. Par exemple, Letters to Alfred Galpin. Attendez, je vais le chercher là. Voilà, les lettres à Galpin, parce que ça, c'était un de ses amis de la période 1915-1920, enfin, donc vraiment le moment de ses premiers textes, les moments du passage à la fiction. C'est dans les lettres à Galpin qui raconte des rêves, et ces rêves transposés vont devenir les premiers récits fantastiques. Alors, on a un rouage totalement dingue de la genèse de Lovecraft, parce qu'il écrit et envoie sa correspondant. Alors on a un rouage vraiment décisif pour comment on invente le fantastique. Comment vient à vous que vous vous retrouvez à inventer du fantastique à l'âge là de 28, 29 ans. Eh bien, ces textes-là, ces embryons, c'est ces choses que vous rêvez, parce que vous êtes déjà dans des obsessions, des symboliques, et puis ces rêves, vous avez fait le travail d'y devenir attentif, et puis on les envoie, comme par hasard. Galpin est marié à une pianiste française, il est parti vivre à Paris, et puis voilà que Hippocampus, donc ce livre-là, je l'ai depuis longtemps, c'est vraiment l'étape clé de l'invention de Lovecraft, son accès à lui-même. Ben voilà une nouvelle version, tout ce qu'on a trouvé autour, et puis d'autres gens de la même période. Bon, bah, c'est mon atelier. Et ça, alors dans les lettres, Wilfred B. Thalman, j'avais jamais entendu parler, je sais pas qui c'est ce Thalman. Ah, c'était un membre du KLM Club. KLM Club, c'est un groupe à New York en 1925, Lovecraft avait fait avec quelques copains, George Kirk, Belknap Long, Sam Loveman, et ils se réunissaient, James Morton, ils se réunissaient une fois par semaine, on parle littérature, et c'est tout un autre Lovecraft qui surgit là. Ben voilà, les lettres à ce Thalman, parce que j'ai vu circuler des extraits sur un groupe là qui s'appelle Terre Lovecraftienne. Je tombe sur une lettre ahurissante, parce que ça parle tout le temps d'écriture, ça parle tout le temps de comment tu composes du récit, comment tu inventes du récit. Voilà. 2 volumes de la correspondance de Lovecraft en plus, et puis je sais pas, je le donnerai un jour. Les autres choses. Oh, bien en... Oh non, c'est pas vrai. Oh, je vous avais raconté les autres fois que sur le marché de l'occasion, j'avais commencé de récupérer ce livre qui s'appelle Fragments du dedans. Et là encore, vous voyez, j'ai pas fait exprès. Parce que le moment où je m'étais dit, ce livre qui est chez Grasset, là j'ai reçu les droits d'auteur, vente annuelle, 6,70 €. C'est ça qui est dingue, c'est-à-dire que tu signes un contrat, ça vaut pour 70 ans après ta mort, c'est un abécédaire, est-ce que j'ai le droit de le compléter, de l'augmenter? Non, bon, j'essaierai de négocier ça doucement, discrètement avec Grasset, quand ils n'auront plus de stock. Pour l'instant, ils en ont encore. Et je suis content de cette expérience. Et j'avais commencé d'en racheter, je l'ai fait ici, là, dans les précédents services de presse, et puis c'est vrai que j'en ai donné. Et bien là, il n'y a que 2 types au monde qui font ce genre de choses, Pierre Bergougnoux et Jean-Claude Bourdet. C'est lui à tous les coups.
Oui, c'est lui. Tyran Gardet. Mais au moins on s'amuse. Vous imaginez, c'est avec tout ce qui se passe autour de nous si en plus on se prenait au sérieux. Le très bon livre. Pour ton stock, les timbres, l'enveloppe. Ouais, bon, moi, les timbres et les enveloppes, c'est pas trop mon truc. Mais je vais le faire, Jean-Claude. Je vais le faire même tout de suite, en direct. Parce qu'en plus, je suis sûr qu'il va vérifier le Jean-Claude. Donc, on va réduire un peu le format. Puis comme ça, je pourrais regarder ça. Il y a une Peugeot 404. Faites du timbre. Avec des timbres de Peugeot 404. Alors, je le mettrai dans le livre. Plus tard, je le mettrai sur le mur. Je l'ai lu de A à Z, ce qui est bien pour un abécédaire. Deuxième PS, dans celui-ci, la page 111. Voilà, bon, alors, si je vous développe toutes les private jokes, on n'en finira pas. Bon, en tout cas, parce que moi, je joue à racheter mes bouquins, en voilà un qu'en rachète encore un autre chez les bouquinistes et qui me l'envoie. Merci, Jean-Claude. Mais juste, vous voyez, c'est ça. Là, c'est un abécédaire fait il y a 5 ans chez Grasset, dans une collection qui n'existe plus. Et tout d'un coup, j'ai besoin de me remettre le nez dedans. Et puis, tu t'aperçois que 3-4 semaines après, ça y est, on est lancé dans un dictionnaire avec 300 entrées sur le comment écrire. Alors que j'étais à Gamberger sur est-ce que je reprends cet abécédaire ou pas. C'est ça l'importance des vidéos, c'est que tous ces trucs-là sont liés et s'interpénètrent. Et si on commence ça, là, en direct, eh bien, on prend appui, on marche sur la plaque par quoi ça s'interpénètre. Et ça aide à comprendre dans quoi on s'embarque avec ce fichu dictionnaire. Macula. Jean-Christophe Bailly. La reprise et l'éveil. Essai sur l'œuvre de Jean-Marc Serrino. Alors, vous savez, Bailly, rien de ce qu'il fait, mais indifférent. Moi, je suis juste en train de terminer Jour d'Amérique. J'ai retrouvé Bailly aussi dans ce livre de Hans Zischler chez Macula aussi. Berlin est trop grand pour Berlin. Et quand Bailly parle d'autres artistes, comme par exemple le photographe Lewis Boltz, après ça reste dans votre vie de façon... c'est aussi par lui et par Bailly que la première fois j'ai compris un peu que l'invention de la photo par Talbot en Angleterre, en même temps que cet entrepreneur de spectacle qui s'appelle Daguerre et qui se débrouille à racheter plus ou moins en disant qu'il s'en servira pas des procédés au fils de Nicéphore Nips. Là encore, si je Macula, un boulot... qu'est-ce que c'est ce machin qui colle là? Va-t'en. Daguerre, Talbot et la publication de la photographie, j'en sors pas de ce bouquin. Donc merci les éditions Macula. Et ce tout petit truc, c'est quoi? Ah non, c'est une carte. Turner, peindre le rien. Ouais, vous êtes un peu vache, Macula, parce que du coup, je vais être obligé de l'acheter. L'idée de peindre le rien. Peindre, c'est dans une entrée de notre dictionnaire. Rien, c'est une entrée de notre dictionnaire. Je ne savais pas l'existence de ce livre. Le temps qu'il fait. C'est quoi que ça? Denis Montebello, fossile directeur. Alors Denis, c'est un gars qui est de Lorraine, mais qui a travaillé très longtemps comme prof de français à La Rochelle, et qui est un fou du vocabulaire, des étymologies, de la culture latine. Et on est proches depuis longtemps. Ces fossiles, moi j'en ai les mêmes dans mon jardin, parce qu'en Vendée, là, quand le sable de la mer s'en va l'hiver, une fois tous les 2 ans, en gros, tout d'un coup, tout le sable s'en va à 800 mètres, la plage descend de un bon mètre, 1,20 m, et puis là, il y a cette espèce de grès originel qui est à nu, même des empreintes de chasseurs paléolithiques à tel ou tel endroit, des pieux d'anciens villages, c'est fascinant, c'est mon coin. Et puis, il y a ces énormes fossiles, là, des nautiles ou des ammonites, grosses comme ça, qui surnagent. Alors, fossile directeur, je ne sais pas du tout
de quoi va parler Denis Montebello. Je vous mets, c'est son blog. Alors, c'est juste une petite grimace, que je sais que lui, c'est depuis très longtemps qu'il publie autant qu'il fait. Bon, fait que moi j'ai eu des problèmes avec des éditeurs qui payent pas les droits. C'est même le cas, par exemple, en ce moment chez Verdier. Si tu leur redemandes pas, 3 ans après, Et je pense que nous, auteurs, il faut qu'on soit hyper vigilants. Et je sais que plusieurs amis ont des embrouilles avec cet éditeur-là. Je préférerais que vous l'achetiez directement en occasion ou directement en envoyant une petite obole à Denis Montebello, mais ça ne change rien au contenu du bouquin. Qu'est-ce que c'est ça? Éclectique cité. Cher François, au plaisir de vous en entendre parler. C'est envoyé par... à l'attention de François. Bon, oh là là, il y en a... Ils aiment ça le papier. Alors, c'est quoi? Laure Gauthier. Je la connais pas, mais effectivement, on se croise souvent sur Facebook. Cher François, bon, cette fois, il n'est plus question de faits divers, même si, mais de traversée, d'émergence, d'écoute. J'espère que ce projet vous parlera un peu. Au plaisir de vous en entendre parler, et je ne désespère pas qu'un jour, je rencontre, en tous les cas, je vous écoute. Ah, quand je ne désespère pas qu'un jour on se rencontre. Bah ouais, mais moi là je bouge pas ici là. C'est Internet la rencontre. Bon, n'empêche, merci Laure Gauthier. Alors, au plaisir de vous en entendre parler. Mais regarde, c'est encore un truc qui est tout comme un coffre-fort. Alors, on va l'ouvrir. Éclectique cité. Alors, il y a quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Là, les voisins, ils mettent ça dans les cerisiers. Il paraît que c'est bien pour les oiseaux. Je sais pas. Aucune idée. Ça doit être un... Autrefois, on appelait ça les DVD, les CD-ROM. Je sais pas, mais j'ai plus de machin pour écouter ça, moi. Peut-être il y a le lien pour le trouver en ligne. Par contre, j'aime bien la maquette. Ah, encore du papier dans le papier. Abandonné au ciel, mais là, c'est flou. Porto. Ah. Il y a plein de... Ah, conceptuellement, c'est intéressant. C'est-à-dire que tu fais du texte et tu l'effaces, tu envoies du texte effacé. Ton couloir avec le silence. Bon, il faut que je comprenne ça, parce que moi, j'ai jamais fait ça, d'envoyer du texte effacé. Être de mots et n'exister, être de mots et n'exister, subsister à écrire, blanc sur fond de terre, même raide moite en bouche, laisser... Bon. J'espère que c'est pas une question de fabrication. Regardez ça de près. Je ne fais plus tomber les livres, ça me remonte le truc. Au plaisir de vous en entendre parler. Ben ouais, mais si c'est effacé, qu'est-ce que tu veux que je dise? En ce moment, pourtant, je suis beaucoup dans le conceptuel. Ça, c'était un livre offert par Craig Dworkin. Craig Dworkin, je l'ai connu en traduisant le Uncreative Writing, l'écriture sans écriture de Kenneth Goldsmith. Et là, tout d'un coup, je tombe sur un passage où il fait mention de Craig Dworkin. Dans la langue anglaise, il y a un manuel de grammaire, un manuel d'analyse grammaticale, écrit par un nommé Edwin Hubbard. Edwin Hubbard, grand universitaire, c'est de la génération de Lewis Carroll aussi, ou Tolkien, etc. Mais aussi qui a produit ce truc totalement dingue, qui s'appelle Flatland. C'est ce pays plat avec des formes carrées, rectangulaires qui se baladent, et puis tout d'un coup arrive là une sphère. Comment voulez-vous vous comprendre? Flatland, c'est un texte de légende. Edwin Hubbard, eh bien, Craig avait pris le manuel d'analyse grammaticale de Hubbard et avait remplacé chaque mot par l'analyse grammaticale de ce mot dans la phrase. Alors, quand tu te retrouves à traduire ça, mon gars, et toute la démarche de Craig Dworkin est de ce genre-là. Par exemple, celui-ci, là, parce qu'on a fait un workshop à Montréal. Salut Marcello. C'est une phrase de Gottlob Frege, le logicien. On the introduction. Pour introduire le nom d'une chose simple,
Une définition n'est pas possible. Il n'y a rien qui puisse y amener le lecteur ou l'auditeur, sinon des traces ou des significations pour comprendre les mots tels qu'ils le doivent. Frege, je ne saurais pas traduire ça, là, c'est à la volée. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc il prend cette phrase de 4 lignes et il cherche dans son dictionnaire la définition de chaque mot. Et puis il remplace chaque mot par la définition. Ça lui donne un texte. Il reprend ce deuxième texte et il remplace chaque mot par sa définition. Et la phrase de 4 lignes de Frege, elle devient un livre qui fait maintenant exactement 100 pages. Des 100 pages, double colonne, serrées. Et le pire, c'est que quand vous le lisez, American Nine, je ne vais pas le lire parce que je prononce pas assez bien. Tout d'un coup, vous avez l'impression que c'est tout un tas d'histoires qui s'entremêlent, tout un tas d'échos d'histoires que vous n'avez pas à comprendre, mais que ça fait référence à des tas de choses, À chaque fois que je le lis, j'essaye de comprendre 3-4 lignes. Bon, voilà, ça s'appelle Def par Craig Dworkin. Donc, le conceptuel m'intéresse. Laure Gauthier, je vais regarder très sérieusement les cités éclectiques. Parléa. Yannick Lemarec. Ah. Alors, Yannick Lemarec, d'abord, merci de l'envoi. C'est un gars qui est à Nantes. Moi, je l'ai d'abord connu par ses photos. C'est un arpenteur de l'urbain, donc de toute la métropole de Nantes, mais pas seulement, parce qu'évidemment, il bouge un peu. Mais ce travail de détail sur l'urbain de Yannick Lemarec fait que, il y en a une autre sur Instagram, Marion Mallet, c'est le site géant là, d'Éric Tabucchi, de Limonier, enfin, il y a le travail à Montréal de Mériol Lehmann, donc ces gens qui déchiffrent l'urbain par le voir, pour moi c'est vachement important. Par contre, il fait toujours ça avec son téléphone. Alors, mais quand est-ce qu'on veut bien se cotiser pour t'offrir un vrai appareil, Yannick? Non, pour lui, l'art pauvre du téléphone, ça fait partie du travail. Un soir de 2017 à Paris, un tigre échappé de sa cage est abattu dans la rue. 2 ans plus tard, le narrateur, lecteur de Modiano et de Sebald, recherche les traces des fauves dans la capitale à travers l'histoire de la tigresse plantée sur le dos d'un éléphant du musée d'histoire naturelle dans la peinture de Delacroix, de Monory ou du douanier Rousseau. Vous avez 3 heures. Moi, j'ai le livre déjà fait. Très content, Yannick. Stock. Encore un coffre-fort. Patagonie, dernier refuge. Christian Garcin, Éric Fay. Alors Christian, c'est pas marrant parce qu'il fait toujours maintenant, il écrit des livres à 2. Alors qu'est-ce qu'il envoie, Christian Garcin? Il suffit en général de prononcer le mot Patagonie pour provoquer chez votre interlocuteur un tourbillon d'images parfois convenues, mais jamais totalement inexactes. Immensité inviolée, ciel rapide et changeant, tempêtes effroyables, fortes et glaciers, gauchos arpentant à cheval des territoires illimités à la recherche de troupeaux égarés, mais aussi, etc. Dans cet itinéraire qui, partant de Buenos Aires et Montevideo, nous entraîne vers le sud et nous fait traverser la Pampa, etc., de Butch Cassidy et Georgia. Bon, ça c'est de la cape de couvre. Mais Garcin, espèce de grande silhouette maigre, là, c'est vraiment un voyageur. Le livre qui m'avait le plus impressionné de lui, c'est ce truc où ça va de Moscou à Vladivostok, en partant d'une histoire d'un type de Vladivostok qui avait été transporté à Moscou et qui retourne à pied chez lui. Puis, il a toujours travaillé sur ses cartographies, y compris Los Angeles, les types qui vivent dans les bus abandonnés. Les nuits de Vladivostok, Stock 2013, c'était chez le même éditeur. Les vies multiples de Jeremiah Reynolds, vous savez, le théoricien là, de ces cavités creusées dans la terre creuse. Donc c'est jamais indifférent pour moi, les livres de Christian. Simplement, Christian Garcin, il a été très présent pendant un temps sur le web, au moins par Facebook, puis tout d'un coup, il a tout plaqué. Moi, c'est quelque chose qui me
qui finit quand même par me poser problème, parce que nous, dans le web, tu vois, c'est un échange. Tu donnes, tu prends, tu donnes, tu prends, tu donnes, tu prends, et tu t'écartes. Tu donnes, tu prends, tu t'écartes, tu donnes, tu... Et c'est ça, la toile. Simplement, si tu te remets d'en dire, parler de mon truc, salut les mecs, on se recroisera bien un de ces quatre à la radio. De toute façon, lui, on l'invite à la radio, moi, on m'y invite pas. Bon, mais je prends ça comme un truc personnel. Merci Christian, parce qu'à chaque fois que tu lis Eric Fay, là, pour moi, là, ça, non, c'est pas... C'est un peu haut tiède. Bon, ça regarde personne. Mais en tout cas, merci Christian, c'est personnel. Mais j'ai bien compris que tu n'as pas envie qu'on parle de ton travail sur le web. N'en parlons pas. C'est ça. Éric Poindron, le voyageur inachevé. Alors je peux vous dire un truc, c'est que ce gars, Éric Poindron, lui, le web, il connaît et il y est. Et ben que ça fait du bien, quoi. Toujours cette manie de rajouter des papiers là-dedans. C'est Castor Astral, où en plus il dirige lui-même une collection de poésie. Nuit 16, salle des pas perdus. Cependant, un oiseau est du ciel, il est plus proche de l'éternité que du monde. L'abbé Rancet à la marquise de Sablé. Déviation. Dans la rue de Nesle, j'ai sauvé un panneau déviation qui est devenu à l'instant mon ami. C'est un beau panneau sur pied à la couleur orangée qui réverbère lorsqu'on l'éclaire. Alors je l'éclaire afin qu'il se sente utile et surtout aimé. Avec ma lampe de poche, une sacrée affaire dénichée au marché, ou avec la lanterne d'une calèche, je ne saurais dire où est passée la calèche, ou avec les yeux des chats qui regardent le panneau comme un étranger à la maisonnée, mais qui déteste qu'on les prenne pour des lanternes. Au beau jour, j'installe mon ami, le panneau déviation dans le jardin, m'amuse à voir les mésanges charbonnières suivre le chemin indiqué par mon ami. La nuit s'étire. Je me fais copiste de textes précieux pour les besoins d'un livre à venir. Je musarde de Guy Patin, lecteur du XVIIe siècle, médecin, honnête homme et franc-parler, en passant par Louis Brouillon et son étang maudit, jusqu'à d'autres auteurs curieux et infréquentables que je tais et dévoilerai en temps voulu, etc., etc. C'est le Poindron. Suivez-le sur les réseaux, vous verrez son travail de collectionneur. D'esthète. Est-ce que je suis esthète? Non. Est-ce qu'il est esthète? Oui. Est-ce qu'il y a un usage noble du mot esthète? Avec Poindron, certainement. Un train sans locomotive et un palanquin d'Outre-Chine. Le grenier est une gare, comme un poème de Blaise Cendrars. Et des paquets de photos où mon grand-père fait l'Hercule sur la foire, où des fantômes posent devant la grande maison blanche et dominicale, et quelques numéros de la revue presque surréaliste belge, Fantomas, un cadre avec un beffroi aussi et des plumes de paon. Un grand merci Eric d'avoir pensé à me l'envoyer. Je pense que je me le serais procuré. De toute façon, il reste quoi? Il reste coffre-fort, le dernier du lot. Ardèche, notre culture. C'est un livre qui s'appelle Ardèche, notre culture. Pensez à l'environnement, emballage réalisé en carton recyclable. Il va bien falloir qu'on se l'ouvre quand même. Je sais pas si la littérature invente, mais l'emballage de la littérature est en pleine apogée. Ah, ça se précise. Ça se précise. Je m'en souviens, chez l'éditeur Gros Texte, qui compte pour moi parce que j'ai déjà reçu des auteurs. C'est une... Je sais pas comment ça marche, Gros Texte, mais je sais pas si c'est sous forme de coopérative ou tout ça. En gros, tu sors 6 €, quoi. C'est pour ça que j'en avais commandé 2. 6 et 6, 12. Plus 3 € de port, je sais même pas. Mais c'est des choses minimum, mais qui permettent de sortir des textes qui comptent. Alors par contre, je suis un peu vexé parce que
J'avais pas demandé l'usage des chômeurs, j'avais pas demandé tournée d'adieu, moi j'ai commandé ça. Thierry Roquet, tournée d'adieu. Bon, puis du point de vue de la mise en page, c'est pas toujours top. Hein. Dans son atelier, il fabrique des sourires tristes, vas-y. Et Gérard Pourret, du chômage, je serai la momie, et vous pas, je serai libéré de mes os, et même pas. Bon, allez, disons que ça faisait partie de l'emballage pour le solidifier. Il me reste Juliette Cortez. Ça, c'est moi qui l'avais commandé. Juliette Cortez, elle vit près de Montpellier. Et ouais, il y a déjà au moins 3-4 ans que je suis la progression de son écriture sur blog, réseau. C'est aussi qu'il y a un autre texte plus narratif, que j'ai pu comprendre de ça, qui va sortir chez Publi.net. X tentatives pour continuer le présent, et elle m'a fait ce petit bonheur. Moi, j'aimerais pas avoir une photo d'un autre mais c'est la première fois que dans ma vie, on me demande une photo prise à mon blog pour mettre sur la couverture d'un livre. Alors, il faudrait que j'arrive à comprendre, mais tentative pour continuer le présent, ça c'est important. Et je sais aussi qu'il y a des petits chapitres. Tenez, on va lire les titres des chapitres. Prenez un nouveau-né. Coulez vos yeux aux fenêtres. Approchez un objet ancien. Regardez dans l'œil d'une autre. Épinglez le temps au 44 d'une rue. Fouillez les gestes. Utilisez chaque chose. Je lis pas tout. Comptez les doigts de votre mère. Ce qui nous a fait faire connaissance avec Juliette Cortez, c'est il y a un peu plus de 2 ans maintenant. C'est une sorte de workshop qu'avait installé Dominique Pifarelli. Il y avait des musiciens comme Louis Clavis. Dominique avait une classe de violon, mais d'improvisation, quels que soient les instruments. Et moi, j'avais fait un petit groupe d'écriture. Là. C'est François Corneloup qui faisait la bouffe pour tout le monde. Et puis on s'était retrouvés Thibaut Ingray, Vincent Tholomé, Isabelle Grosse, j'oublie, Julia Robin. Et puis on s'était mis à écrire à partir de Gertrude Stein. Moi, je voulais approfondir, découvrir, faire les souterrains de Gertrude Stein. Et par exemple, il y a ce texte-là qui est magnifique, qui s'appelle Une empathie pour la description, ou Amitié pour la description. Je sais qu'on était partis travailler sur un fragment de mur, un seuil, un parpaing, etc. etc. Et je sais que la démarche de Juliette dans ce livre, petit par le format, c'est que c'est tentatif pour continuer le présent. Je sais qu'elle s'enracine, et que c'est pour ça probablement qu'il y a ma photo, puisque c'est une photo que j'avais prise sur l'autoroute en allant justement pour ce workshop. Donc très content que ça arrive maintenant à ça. Et Juliette Cortez sera pareil, facile à trouver. Elle propose sur YouTube des versions lues de ces chapitres. Regardez dans l'œil d'une autre. C'est un petit cheval métallique, c'est Cymbeline qui le regarde. Quand elle le regarde, elle n'a plus d'âge. Hors de la vue, petit enfant chinois à califourchon sur un cheval métal peint, turquoise, couleurs et décorations nombreuses qu'il faudrait voir pour dire quelque chose de mou dans l'objet en métal, dans la mémoire caoutchouc ou plastique mou, mais comment se souvenir mécanique jamais comprise comme une magie d'objet, l'enfant chinois à tête penchée en arrière et tige qui traverse son corps, ne sait pas où. Dans le souvenir, ce n'est pas si barbare, ou peut-être que si, sous les yeux turquoise, décoration pas si nombreuse, cheval sans doute chinois, mais les yeux de l'enfant sont ronds comme dans les mangas japonais, les yeux des personnages, quelque chose de mou, c'est l'enfant tout entier, le corps de l'enfant, caoutchouc, bonne qualité, sinon depuis longtemps serait fendillé son petit corps et la tête jetée en arrière, mémoire ne pense pas, mécanique jamais comprise, comme une magie d'objet qui dure à travers temps, emporte le secret du mouvement dans sa tombe, sa tête en arrière et la tige qui traverse son corps ne voulait plus savoir, la tige traverse son corps, traverse le corps, etc. etc. Juliette Cortez, ça c'est moi qui me suis acheté, et j'ai fait exprès d'en prendre 2, parce que franchement,
à 6 balles, quoi. Tu peux le soutenir, et gros texte, et l'auteur. Allez, au numéro 76, dès que j'aurai de la matière. Merci.